Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'étais très impatiente de filmer. C'est l'arrivée de Disney Plus en France et en Belgique. Avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Kathleen, j'ai 27 ans, j'habite aux États-Unis depuis plus d'1 an maintenant. Et sur ma chaîne je fais des vidéos en rapport avec ma vie aux États-Unis et aussi sur Disney, c'est une de mes grandes passions. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à mettre un petit j'aime parce qu'on se retrouve toutes les semaines. J'aimerais juste revenir sur deux choses. Donc la première, c'est que je suis sur plusieurs groupes Facebook en rapport avec Disney, pas juste Disney+, mais Disney en général, Disneyland Paris, Disneyland Orlando et compagnie. Et j'aimerais juste passer un petit message aux gens qui sont affectés par les conséquences du coronavirus et qui ont dû annuler leur voyage, principalement aux États-Unis. Je sais qu'il y en a beaucoup à Paris, mais en général, les vacanciers de Disneyland Paris, si je puis dire, on a la chance de pouvoir parler le français avec les gens qui travaillent à Disneyland Paris et que la communication se passe de manière plus simple. La raison pour laquelle je fais la distinction, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comptaient partir à Orlando, à Disney World, et je sais à quel point vous préparez vos vacances tellement à l'avance. Vous n'êtes pas du tout comme moi. Si vous avez vu ma vidéo d'il y a 2 semaines où je suis partie littéralement à Disney World en touriste, vous n'avez pas malheureusement la chance de pouvoir faire ça. Je sais à quel point ça vous demande énormément de temps et d'énergie de planifier vos vacances à Orlando. Je voulais que vous sachiez que je vous soutiens énormément et que je comprends à quel point ça a pu être fatigant, stressant d'avoir fait ces valises ou d'être à 1 mois de partir et de ne pas savoir si vous allez pouvoir partir, si vous allez pouvoir être remboursé, planifié. Donc je voulais juste vous passer un petit message pour vous dire que je pense à vous, que j'espère que tout s'est arrangé, que vous avez pu reporter, qu'au final ce sera un mal pour un bien parce que peut-être ça vous donnera l'occasion d'avoir une réservation que vous n'avez pas pu avoir ou que vous avez entre-temps appris des choses et que si vous êtes dit avec vos préparations que vous auriez fait autrement. Donc j'espère du fond du cœur que ce sera du positif. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas pu vous faire rembourser, je vous encourage vraiment à vous battre et de récupérer votre argent. Enfin voilà, je voulais juste vous faire passer un petit message et j'espère qu'à travers cette vidéo, on pourra un petit peu se vider la tête, penser à autre chose et aux bonnes choses qui arrivent. Aussi, deuxième chose, passer un petit big up au groupe français de Disney Plus sur Facebook parce que je les trouve vraiment actifs, toujours à la recherche d'infos, il y a toujours des bonnes réponses. C'est vraiment un plaisir d'être sur ce groupe Facebook. Donc je vais vous mettre les liens des groupes que je préfère dans la barre d'infos. Je vous encourage, si vous n'en faites pas partie, d'aller voir parce que si vous n'avez pas trouvé des réponses à vos questions dans ma vidéo, évidemment vous pouvez me les mettre en commentaire et je vous répondrai, il n'y aura pas de souci. Mais il y a des gens vraiment exceptionnels dans tous ces groupes que j'ai mentionnés, ils sont impeccables. Donc voilà, maintenant que ma petite intro est terminée, on peut passer aux choses sérieuses et à parler de Disney Plus qui arrive en France et en Belgique. Franchement, je suis vraiment trop contente pour vous. Après avoir profité de Disney Plus pendant quelques mois et plus intensément, je vais dire, ces dernières semaines, depuis que je suis revenue de Disney World, je vous avoue que j'ai passé beaucoup plus de temps sur Disney Plus que sur Netflix et si vous me connaissez, vous savez que Netflix c'est la vie. Et aussi je voulais préciser que en dehors des groupes Facebook, dans ma barre de description, vous pourrez aussi retrouver les sources que j'ai utilisées pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous voulez faire davantage de recherches, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, j'ai trouvé de super articles, je trouve, qui m'ont donné de bonnes petites pistes. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont simplement mon expertise en tant que marketeuse, si je puis dire. Dans la vie de tous les jours, je travaille dans le marketing, donc ça me donne un petit peu d'instinct sur ce qui peut se passer. Alors pour commencer la vidéo, j'aimerais bien un petit peu vous ramener à la base de Disney Plus et aussi vous parler de l'offre en général aux États-Unis parce que une de mes théories quand il s'agit des plateformes de streaming comme Disney Plus, Netflix et compagnie, c'est que les CEO ou les personnes qui prennent ce genre de décisions, j'ai l'impression qu'ils font ça d'abord pour les États-Unis en se disant on pense aux Américains parce que c'est un pays avec une population qui est vraiment énorme même si c'est divisé en plusieurs États. Je sais même pas combien de fois ça fait la taille de l'Europe. Donc j'ai l'impression que ces compagnies-là américaines forcément pensent à leur public d'abord et puis se disent on verra si on pourra faire plaisir aux Européens, si on pourra leur proposer. L'argent qu'on s'offrira avec le reste du monde, c'est un petit plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais d'abord on va penser à nos gens, à nous. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, Disney c'est américain, comme Netflix c'est américain, Amazon c'est américain, donc ils pensent peut-être d'abord à eux et ils se disent après on verra pour les autres. Donc j'avais envie de dire ça d'abord parce que je pense que ça va expliquer beaucoup de choses dont je vais vous parler par la suite. Et donc la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'offre en général aux États-Unis parce que Disney, en arrivant sur le marché, il a énormément de concurrents et je pense que c'est sur cette base qu'il va établir son offre et qui aussi ça va montrer son niveau d'attaque. Par exemple Netflix, quand il arrivait sur le marché, il était un petit peu tout seul. Je pense même que c'était le premier, si je dis pas de bêtises. J'ai pas toutes les dates d'arrivée pour tout le monde, mais Netflix, il avait pas trop de soucis à se faire à savoir s'il allait pouvoir faire face aux concurrents vu que c'est un petit peu le taulier. Je vais vous lister un petit peu tout ce qui est disponible aux États-Unis et où est-ce qu'il se situe
situe un petit peu dans l'offre. Donc la première, évidemment, c'est Netflix, a été créée en 1998 et à la base c'était des DVD. En Belgique on avait Image, je sais même pas si en vrai ça s'appelait Image, mais je sais que quand j'étais petite, on allait louer nos DVD chez Image, on allait chercher nos popcorn et en même temps on prenait un DVD. Mais en fait Netflix, il faisait un peu la même chose, sauf qu'il n'y avait pas des magasins physiques, c'était un système où vous receviez le CD chez vous dans une enveloppe par la poste. C'était juste seulement ce système-là et il existe toujours d'ailleurs aux États-Unis, vous pouvez toujours recevoir vos DVD Netflix chez vous. Moi je ne l'ai jamais fait. Je sais que aussi pour la location de DVD, il existait des magasins physiques, mais aussi ce qui est très populaire et ce qu'on voit encore énormément, il y en a aussi dans ma ville, c'est les Redbox. C'est des espèces de machines où vous mettez votre carte de banque, une pièce et puis vous dites ce que vous voulez et le DVD tombe. C'est encore très très populaire, surtout chez les parents, je vais dire les parents millennials qui ont grandi avec les Redbox et qui veulent montrer à leurs enfants qu'en fait un film c'est pas toujours on appuie sur un bouton et le film il arrive. Je pense que ça devient quelque chose un peu old school, c'est un petit peu la Madeleine de Proust. Netflix a commencé en 1998 avec la location de DVD et est arrivé en 2007 avec la plateforme de streaming. Et l'offre Netflix, c'était un petit peu un melting pot de tout et c'est seulement quelques années plus tard qu'ils ont commencé à faire les Netflix Originals. Donc c'est simplement l'offre Netflix créée et produite par Netflix avec du contenu qui n'appartient qu'à eux, qui a été imaginé par eux. Donc déjà qu'ils ont inventé entre guillemets la plateforme de streaming, ils se sont pas reposés sur leur laurier parce qu'ils ont continué d'innover. Et je pense que là-dessus Netflix est imbattable. Aux États-Unis, le prix de base est $8,99. Vous pouvez aussi avoir l'offre à $12,99 avec 2 écrans et en HD. Et aussi vous avez l'offre à $15,99 qui est Ultra HD, 4K et 4 écrans à la fois. Donc ça c'est pour l'offre et les prix. Ensuite je vais vous parler d'une seconde plateforme de streaming qui est très très populaire aux États-Unis, c'est Hulu. C'est très compliqué à dire à cause du H. Hulu. Enfin soit en français, j'ai l'impression que cette plateforme-là n'est pas du tout connue en France et pour de bonnes raisons, ou même en Belgique d'ailleurs. Mais moi c'est vraiment une des plateformes de streaming que j'affectionne tout particulièrement parce que quand j'habitais en Belgique et je voulais suivre les programmes aux États-Unis, j'avais le choix d'utiliser Netflix ou j'utilisais aussi Hulu. Alors je vais vous dire tout de suite, Hulu n'est pas disponible en France et en Belgique, mais j'utilisais un système de VPN pour changer en fait mon adresse IP de localisation et de le mettre aux États-Unis. Et aussi je pense que Netflix tout un moment, surtout au tout début, ils sont vraiment en attaque contre les VPN. Netflix ne veut absolument pas qu'on utilise le catalogue d'un pays à l'autre. Donc je sais que moi, même avec mon VPN, je ne savais pas avoir accès au catalogue Netflix américain. Mais sur Hulu, ils étaient un petit peu plus détendus sur le sujet et j'arrivais à regarder mes programmes Hulu quand j'habitais en Belgique en fait. Et donc la différence, la grosse différence avec Hulu, Hulu appartient à Disney à hauteur de 60% de son contenu du catalogue. Je ne sais pas si l'entreprise elle-même en tant que telle appartient à Disney, mais 60% du catalogue de streaming de Hulu appartient à Disney, donc c'est quand même plus de la moitié. Et ça c'est une information importante par rapport aux différences que vous pouvez avoir en France dans votre offre et aux États-Unis dans l'offre. Donc Hulu, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez celui à $5,99 qui est le moins cher, sur lequel il y a des publicités. Donc vous regardez votre programme, ça s'arrête, il y a une publicité et ça recommence. Un peu comme sur YouTube. Vous avez aussi l'offre à $11,99 qui n'y a pas de publicité. Vous avez aussi l'offre avec 60 chaînes de télévision américaines qui appartiennent ou n'appartiennent pas à Disney pour $54,99 par mois. Et ça, je trouve relativement excessif. Et puis, vous avez une offre qui est sortie en même temps que Disney+, qui est l'offre Hulu, Disney+, ESPN pour $12,99. Donc ça, c'est vraiment une très bonne offre. Et en fait, je vais pas vous mentir, le Disney+ chez moi, en fait, je m'y suis abonnée 2 semaines après sa sortie. On se partage un peu tous les comptes dans la famille. Mon beau-frère paye pour quelque chose, on paye pour quelque chose, ma belle-sœur ne paye pour rien. J'envoie les comptes à mes amis, on se partage tout, ça nous fait des économies et puis voilà, c'est pas, l'argent ne manque pas à Disney. Désolé Disney si vous regardez cette vidéo. Et donc en fait on s'est abonné à Disney, on a pris l'offre avec Hulu qui était à $12,99 parce que nous on avait déjà Hulu, donc ça nous revenait pas beaucoup plus cher, au contraire on payait €1 de plus pour avoir Disney. C'était vraiment une super affaire. Mon beau-frère à ce moment-là a dit ah mais non, nous on s'est déjà abonné, donc annulez votre abonnement et vous pouvez avoir accès à mon compte. Donc c'est ce qu'on a fait, on a annulé notre abonnement. Donc techniquement l'intention de s'abonner était là, mais comme mon beau-frère avait fait la démarche avant nous, au final on a été sur son compte à lui, on s'en porte pas plus mal quoi.
Une autre plateforme de streaming qui commence à vraiment faire son entrée sur le marché français, c'est Amazon Prime. Alors j'ai l'impression qu'il y a énormément de confusion sur Amazon Prime. J'ai l'impression que les gens, surtout en France, pensent que Amazon Prime, et j'ai vu ça dans beaucoup de médias, quand Nabila a annoncé qu'elle allait faire Love Island sur Amazon Prime, j'ai l'impression que les gens pensent que ce n'est que une plateforme de streaming et que les gens s'abonnent principalement à Amazon Prime pour la plateforme de streaming. Alors peut-être qu'en France c'est le cas ou que ça va être le cas, mais aux États-Unis ce n'est pas du tout le cas. Aux États-Unis, les gens s'abonnent à Amazon Prime purement et simplement pour le Next Day Delivery. En fait, Amazon Prime aux États-Unis propose de livrer sous 24 heures votre colis à peu près peu importe où vous habitez. Moi, j'habite un petit peu dans le trou de nez de l'Amérique, même s'il y a une grosse base militaire à côté de chez moi. Pour vous dire, on n'a pas de Whole Foods et Whole Foods, ça appartient à Amazon. Et malgré tout, quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, encore une fois, c'est mon beau-frère, merci beau-frère, qui s'est abonné à Amazon Prime. J'utilise son compte. Si un jour mon beau-frère se fait hacker par l'un d'entre vous, il y a énormément d'adresses qui sont listées parce qu'on est tous dessus. C'est très très pratique et ça revient aussi. Le Next Day Delivery est gratuit. Donc si vraiment vous avez besoin de quelque chose pour le lendemain que vous avez oublié, parfois c'est beaucoup plus rapide de faire le Next Day Delivery de Amazon Prime que de se dire je vais essayer après le boulot d'aller chercher le machin. Non, en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, les gens, ils veulent vraiment savoir est-ce que ça vaut la peine de prendre Amazon Prime, pas pour la plateforme de streaming, mais pour avoir la livraison gratuite le lendemain. Comme je viens juste de vous le dire, Whole Foods, qui est un supermarché premium aux États-Unis. J'en ai parlé dans mes précédents retours de course parce que Whole Foods c'est un petit peu la crème de la crème du supermarché, même si c'est extrêmement cher. Et donc Whole Foods a été racheté par Amazon et donc si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous faire livrer vos courses de Whole Foods gratuitement chez vous. Et donc vous avez aussi Amazon Prime, la plateforme de streaming. Et en fait la plateforme de streaming, certaines choses sont gratuites mais peu de choses sont gratuites et la plupart des choses en fait sont à louer ou à acheter. Donc vous louez votre film que vous voulez regarder le dimanche soir et vous l'avez sur la plateforme pour X nombre de jours. Je vais pas vous mentir, je sais pas exactement parce que moi je n'utilise absolument pas Amazon Prime. On l'a sur la télé et la seule raison pour laquelle parfois on va voir, c'est si on ne trouve pas et donc on se dit on va aller voir s'il est pas sur Amazon Prime. 9 chances sur 10 qu'il faut payer pour le louer et donc non, désolé, nous on fait pas ça. Donc mon mari l'utilise un peu plus que moi parce que lui regarde House, Dr House et en fait ça c'est gratuit sur l'application. Il y a beaucoup de séries qui sont gratuites et de plus en plus il y a des séries qui sont produites par Amazon Prime. Je sais qu'en France on parle énormément de l'arrivée de Love Island présenté par Nabila, mais personnellement moi j'y crois pas trop. Après c'est pas le sujet de la vidéo, je vous en conviens bien, mais moi Amazon Prime en France, je sais qu'ils mettent beaucoup d'argent, mais je pense que ça va être très dur de concurrencer Netflix qui est très très installé maintenant en France et juste l'offre de la télé en général. Et Disney Plus qui arrive. Donc pour moi Amazon Prime, j'aurais mis la pédale douce sachant que Disney arrive cette année et que Disney est très ancré maintenant dans la culture française. Je sais que c'est très américain, mais ce que je trouve qui est très américain à Disney, c'est plus le service à la personne, le customer service, que l'ambiance en elle-même. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à rendre Disneyland très français. Je sais que le sujet de la vidéo n'est pas un débat sur est-ce que Disneyland est français ou pas, mais enfin voilà, c'est pour moi, je suis très sceptique à l'arrivée en force d'Amazon Prime en France. Le prix de Amazon Prime aux États-Unis, je ne sais pas les prix en France, mais aux États-Unis c'est $119 par an. Vous ne pouvez pas le payer au mois, vous devez le payer à l'année. Alors une autre plateforme de streaming qui fait parler d'elle aux États-Unis, je ne sais même pas en fait si elle est disponible en France, c'est Apple TV. Comme vous le savez sûrement, Apple vient de lancer sa plateforme de streaming avec des séries qui sont produites par eux. J'ai aussi entendu qu'ils avaient injecté énormément d'argent dans la production de ces séries. Forcément, ils vont jamais vous dire qu'ils ont investi 2,50 €. Encore une fois, Apple TV, je suis moyennement sceptique parce que j'ai tendance à croire qu'ils sont suffisamment malins pour savoir ce qu'ils font, mais je ne sais pas si ça va être groundbreaking. Parce que la concurrence, je la trouve tellement forte cette année en fait que je trouve ça très très risqué pour Amazon Prime et Apple TV de vouloir faire leur entrée sur le marché cette année. Alors pour l'Apple TV, évidemment, comme l'offre elle est très très réduite parce qu'ils viennent juste d'arriver sur le marché, elle est à $4,99 $. Si vous achetez, en fait l'Apple TV c'est aussi sous forme d'une petite boîte que vous connectez à la télévision et qui vous donne accès aux applications du style Netflix, Amazon et compagnie. Donc à la base c'était ça l'Apple TV. Et l'Apple TV Plus, il me semble, l'Apple TV Plus c'est la plateforme de streaming. Donc c'est ça la grande
grande différence. Je ne suis pas sûre que vous puissiez avoir accès à l'Apple TV sur votre télévision sans le petit boîtier, mais je pourrais me tromper. Après, je suis sûre à 99% que vous pouvez y avoir accès sur votre téléphone, sur votre iPhone et sur votre ordinateur, comme vous avez accès à Netflix. J'ai vu aussi dans mes recherches que l'Apple TV+, donc la plateforme de streaming, était gratuite avec le Apple Music Student Plan. Donc c'est-à-dire que si vous êtes un étudiant aux États-Unis, en général, vous avez beaucoup de réductions et donc il y a un plan spécial qui coûte moins cher pour les étudiants et ce plan spécial vous donne accès à la plateforme de streaming. Et aussi, si vous achetez ce petit boîtier dont j'ai parlé, j'ai vu que vous aviez accès pendant 1 an. Mais ceci, ce sont pour les États-Unis. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France pour l'Apple TV. Alors, une dernière chose dont j'avais envie de vous parler pour vous expliquer un petit peu l'offre générale aux États-Unis, c'est la télévision en tant que telle. En fait, je sais qu'en Belgique, on avait la télédistribution. En France, il semblerait que maintenant, ce qui est très connu, c'est d'avoir les bouquets Canal+, ou d'être abonné chez Orange ou chez Free, et d'avoir les boîtes avec les décodeurs qui vous donnent accès à toutes les chaînes classiques, TF1 et compagnie. Moi, en Belgique, j'avais la TNT française, donc j'avais les chaînes de la TNT française, qui n'est pas habituel pour la Belgique, mais donc j'avais TF1, France 2 et compagnie. Et j'avais aussi M6, W9, C8, qui sont des chaînes qui ne sont pas normalement diffusées en Belgique. Je regarde toujours la télé française, les chaînes de la TNT, je regarde jamais la télé belge. Je dois dire que le contenu m'intéresse pas des masses. Et donc aux États-Unis, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, la télévision coûte très cher. Nous, on avait, quand on est arrivé ici, parce que moi je suis très habituée à la télé française, je voulais avoir accès aux chaînes d'infos, je voulais avoir accès à tout ça en direct. Je pensais que j'allais regarder la télé en direct plus que je ne le fais en fait. Quand nous sommes arrivés, en installant notre internet, on a aussi installé Direct TV. Donc Direct TV, c'est une offre, je pense, qui est vraiment globale aux États-Unis, qui vous donne accès à toutes les chaînes, un peu comme vous auriez Free ou Belgacom en Belgique. Nous avions énormément de chaînes, mais parce que nous habitons au Texas, en fait, on n'avait pas toutes les chaînes, ou alors certains programmes, certains gros programmes étaient rediffusés sur une autre chaîne le lendemain. Donc ça, c'était un peu dommage parce que moi, j'aime bien avoir l'info en direct quand elle est donnée. Quand je parle de l'info, je vous parle pas de l'info du journal télévisé, je parle plutôt de si je regarde Hélène et qu'il se passe quelque chose, j'ai envie de le voir en direct. Donc au final, on se retrouvait à payer, je crois, une centaine de dollars par mois pour énormément de chaînes et au final, on se retrouvait toujours à regarder Netflix ou une autre plateforme et on regardait quasiment jamais la télé. Cela dit, il y a d'autres offres que j'ai découvert bien trop tard. En fait, j'ai découvert 1 an après qu'on arrive aux États-Unis. Autant vous dire, mon mari, c'est un petit peu un touriste. Il connaissait pas tout, surtout. Si c'est pas moi qui fais les recherches en général, il sait pas que ça existe. J'ai découvert, par exemple, la plateforme de streaming qui s'appelle Sling, qui est en fait très connue aux États-Unis. C'est juste que moi, je ne savais pas qu'elle existait. Sling, ça fonctionne comme n'importe quelle plateforme de streaming. C'est juste que vous avez accès aux chaînes de télévision et vous avez des packages. Et en fait, je pense que nous payons un peu moins de 40 $, il me semble. Et en fait, nous avons un package de base avec les chaînes classiques américaines sans la restriction géographique. Donc en fait, quand je vous ai parlé de restriction géographique, c'est par exemple si on voulait regarder ABC Family, en fait, on devait regarder une chaîne du Texas qui montrait les programmes de ABC Family. Donc ils étaient toujours en décalé, il y avait rarement de direct. Ça, c'était pour ce genre de chaîne, par exemple. Après, pour si on veut regarder les infos, on avait les infos en direct, mais on avait beaucoup de chaînes locales. Sling, c'est très bien et c'est parfait pour nous parce que comme ça, on avait le petit package de base et puis j'ai pu rajouter les chaînes qu'il me fallait que je n'avais pas sur l'autre. Donc au final, on se retrouve à payer beaucoup moins que la moitié et j'ai plus de chaînes, j'ai une offre qui me convient plus. Et en plus, on peut aussi enregistrer. Sur Direct TV, on pouvait enregistrer aussi, mais bon, au final, pour le prix, ça n'en valait pas la peine. Donc ça, c'est pour les plateformes de streaming et pour l'offre américaine. Pourquoi je trouvais ça intéressant de vous en parler? Je voulais que vous compreniez la différence de mentalité aux États-Unis. Aux États-Unis, il est très courant, même c'est plus que la majorité, que les gens n'ont pas la télévision traditionnelle. Je sais qu'en Europe, ou du moins j'en ai l'impression, et c'était comme ça quand j'y habitais, à la base, tout le monde a la télévision classique, tout le monde regarde le journal parlé, que vous préfériez le journal de TF1, le journal de France 3, de la RTB ou de RTL, ça c'est votre choix, mais c'est un petit peu la base. Quelqu'un qui n'a pas la télévision chez soi, on le regarde comme si il venait d'une autre planète. Aux États-Unis, la télévision est tellement chère, les bouquets de télé sont tellement chers qu'en fait, les gens préfèrent avoir plusieurs plateformes de streaming et se passer de la télévision classique ou de regarder quand il y a un live sur une chaîne, par exemple CNN, si le président va faire un speech, CNN va faire un live, vous pouvez le voir sur internet. Je sais que par exemple quand Macron a fait un speech il y a quelques jours, ça a été relié sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est un petit peu plus nouveau que les chaînes d'information et c'est surtout pour faire concurrence aux chaînes d'infos en continu comme BFM, LCI et compagnie que les chaînes françaises ont l'air de se réveiller, de se
se dire bon allez, peut-être qu'on devrait être un peu plus sur les réseaux sociaux à faire des directs, et je pense malheureusement aussi que ça vient des attentats et compagnie qui font que maintenant les gens veulent l'information tout de suite maintenant parce qu'on se sent toujours en moment d'urgence. Et bien évidemment avec l'actualité en ce moment, je comprends que les gens veuillent l'information directement. Aux États-Unis, tout le monde ne roule pas sur l'or. Les gens préfèrent privilégier Netflix en se disant que l'offre est suffisamment distrayante, l'offre est suffisamment conséquente pour qu'ils n'aient pas la télévision classique et qu'ils se contentent juste de trouver l'information sur les réseaux sociaux quand il se passe quelque chose et de se contenter de Netflix pour le entertainment. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais important de vous montrer un petit peu cette histoire de concurrence, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, les plateformes de streaming ont raison de se faire bataille parce qu'il y a de la place sur le marché pour tout le monde. Alors qu'en France, j'ai l'impression que les plateformes de streaming sont un petit peu plus un complément à l'offre actuelle, mais je pense qu'un foyer moyen en France qui aurait plus de 2 plateformes de streaming, ce seraient des gens qui ont pas mal d'argent dans leur portefeuille. Les gens sont moins accros à la télévision en France, je trouve, ou se contentent plus de la télévision classique que des plateformes de streaming. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette très longue introduction sur les plateformes de streaming, parce que je pense que ça peut vous aider à comprendre ce qui se passe pour l'arrivée de Disney+. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va enfin parler de Disney+ en tant que tel. Alors Disney+ en tant que plateforme par elle-même coûte aux États-Unis $6,99 et coûte $69,99 par an. Si vous prenez l'offre à l'année, en fait, vous ne payez que 10 mois. Donc vous avez 2 mois gratuits. Et alors je veux aussi préciser quelque chose qui s'est passé aux États-Unis et que je n'ai pas l'air de retrouver en France. Il semblerait qu'il y a un fan club Disney qui s'appelle D23. Si ce n'est pas un fan club, dites-le moi dans les commentaires. J'aurais dû faire plus de recherches, mais il y avait tellement de choses à parler. Je n'ai pas pu faire de recherche sur D23. Et donc en fait, D23 proposait à toutes les personnes qui s'abonnaient avant le 2 septembre à recevoir une offre plutôt exceptionnelle qui vous permettait d'avoir accès à Disney+ pendant 3 ans pour la somme de $141. Donc c'est extrêmement abordable, mais bon, ça vous oblige à vous abonner pendant 3 ans et à payer d'avance la somme de $141. Donc les États-Unis n'ayant pas le recul qu'a maintenant la France sur la plateforme, qui n'était pas familière avec l'offre, il y avait beaucoup de sceptiques et beaucoup de gens qui n'étaient pas sûrs. Je vais vous parler aussi de la perception de Disney+ quand elle est arrivée, et ce que j'ai eu l'impression qu'elle était sur les réseaux sociaux, c'est que Disney+, les gens étaient contents, mais les gens qui étaient contents, c'était les grands fans de Disney. Donc si vous étiez fan des grands classiques Disney, du style les princesses et compagnie, bah, vous étiez contents, vos enfants étaient contents, parce qu'en fait Disney, on oublie tout ce qu'ils possèdent, on oublie tous les films qu'ils ont fait, parce qu'ils ont été très bons à faire du contenu qui ne leur ressemblait pas forcément ou sur lequel ils n'avaient pas écrit Mickey Mouse. Ils ont fait des films, également beaucoup de films de Noël, qu'on oublie qu'ils sont estampillés Disney parce qu'il ne fait pas écrit Disney en grand dessus. C'est par exemple comme les Marvel, on oublie que Marvel est, bon maintenant on l'oublie un peu moins grâce au parc d'attractions, mais j'ai entre guillemets oublié que Star Wars appartenait à Disney jusqu'à ce qu'ils fassent le nouveau film Star Wars il y a quelques années, le premier dans les années 2000. Donc j'ai l'impression que beaucoup de personnes étaient dans le cas, et donc les premiers abonnés, les premières personnes qui se sont abonnées à Disney, pour moi c'est soit les gens qui faisaient partie de ce club de fans des 23, ou c'est aussi les gens qui se sont dit j'ai des enfants, ça va me faciliter la vie, ou les grands fans des classiques Disney, mais pas la population générale qui s'est dit ça pourrait être sympa de l'avoir. On s'est dit encore une fois une nouvelle plateforme, on n'attendait pas près Disney, pourquoi est-ce que Disney ne met pas son contenu sur Netflix, même si énormément de contenu était sur Netflix, mais j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de confusion et qu'on disait mais à quoi ça va servir, ils vont avoir 3 films et demi et puis c'est tout. Et en fait j'ai l'impression que c'est depuis maintenant quelques mois que Disney s'est installé, qu'on se rend compte en fait l'étendue du catalogue Disney. Disney possède la moitié de la planète, les 3/4 de tout ce qui est cinématographie appartient à Disney d'une manière ou d'une autre. Et même si par exemple, je vais prendre un cas plus particulier, les Simpsons qui on pourrait croire n'ont rien à voir avec Disney, mais en fait Disney possède la Fox, et donc la Fox c'est les Simpsons, donc toutes les saisons des Simpsons se retrouvent sur la plateforme Disney, et donc ça veut dire aussi qu'ils ne se retrouveront pas sur les autres plateformes. Vous n'aurez jamais les Simpsons sur Hulu, sur Amazon Prime ou sur d'autres plateformes, et si elles le sont à l'heure qu'il est, elles vont finir leur contrat et puis ne seront pas renouvelées, tout comme les films Disney qui sont encore sur la plateforme Netflix finissent leur contrat et petit à petit vont partir vers la plateforme Disney+ et ne seront plus disponibles sur les autres. J'étais un petit peu sceptique à l'arrivée de Disney+. Disney faisait tellement d'offres comme l'offre D23 et puis des autres offres
offre à rabattre les prix, je me suis dit, un petit peu comme pour l'Apple TV, ça ne doit pas en valoir la peine parce que s'ils essayent tellement d'attaquer sur les prix, c'est que l'offre en elle-même ne doit pas être exceptionnelle. J'avais oublié que Lizzie McGuire, même si c'est une série Disney Channel, j'avais complètement oublié qu'elle faisait partie du catalogue Disney. Pour vous donner quelques chiffres sur l'état actuel de Disney+, ça représente plus de 28 millions d'abonnés. Pour vous donner une petite idée, j'ai mis un des articles dans la description qui date de novembre 2019 et qui dit que Disney estime avoir 60 millions d'abonnés d'ici les 5 prochaines années. Donc ça, c'était une prédiction. Disney+ a été lancé le 12 novembre aux États-Unis. J'ai vu beaucoup de gens être sceptiques à l'époque sur le fait que Disney allait pouvoir avoir ses 50 millions en 5 ans. Et comme vous pouvez le voir maintenant, ils sont à plus de 28,5 millions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Disney possède plus de 50% du catalogue Hulu, il en possède 60% et ça c'est grâce à son acquisition de la Century Fox. Donc si vous voyez des films avec cette introduction, c'est maintenant Disney. Disney est également en négociation pour l'instant avec AT&T pour acquérir 10% du catalogue Warner Media. Tout ça pour vous dire que Disney, c'est un requin et Disney va pas s'arrêter, il va continuer toujours de grappiller pour s'approprier le plus de catalogues possible. Et ce qui n'appartient pas à Netflix, ce qui n'appartient pas à Amazon, Disney va tout faire pour se l'approprier. Il semblerait aussi que l'une des plus grandes missions de Disney, c'est qu'il y ait un brand awareness de 95%. Alors le brand awareness, en fait, c'est juste la connaissance de la plateforme. C'est que quand on pose la question à quelqu'un, quelles sont les plateformes de streaming que vous connaissez, il voudrait que 95% des gens disent Disney+ en premier ou au moins en top 3. Donc pour l'instant, je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est le cas. Alors comme vous avez pu le voir, si vous faites partie de ces groupes Facebook en rapport avec Disney+ France, c'est que le catalogue français de Disney+ a été révélé, je pense que c'était courant de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Donc vous avez maintenant accès à toute l'offre qui sera disponible dès le 24 mars. Je vais pas revenir exactement sur le détail de ce contenu, vous pouvez le trouver dans la boîte de description ou si vous faites une demande pour faire partie d'un des groupes Disney+, vous verrez exactement le descriptif et je pense que ce n'est pas le but de cette vidéo que je vous détaille exactement ce qui se passera sur la plateforme parce que tout simplement l'information est disponible et c'est une source Disney. Alors je dois aussi vous préciser aux États-Unis comment ça s'est passé. Même moi, 2 semaines après être arrivée sur la plateforme, toute l'offre n'est pas disponible et n'est toujours pas disponible. C'est-à-dire que Disney est arrivé avec son catalogue aux États-Unis et avec quelques inédits. Il me semble que la série The Mandalorian, si j'arrive à le dire, était déjà disponible sur Disney+ le jour de son arrivée aux États-Unis et il me semble aussi que la série documentaire The Imagineering Story en faisait déjà partie aussi. Mais encore aujourd'hui, tout le catalogue Marvel par exemple n'est pas disponible et aussi énormément de live action movies comme Maleficent n'est pas disponible sur la plateforme. Si vous cherchez The Maleficent, vous allez trouver le petit thumbnail pour le film, mais il fera écrit une inscription du style disponible en octobre ou quelque chose dans ce genre-là. Donc en fait, il montre que les choses vont arriver et je pense que c'est une très bonne technique parce que ça ne sert à rien de vous proposer dès le premier mois un catalogue énorme avec tout dessus et qu'au final on se sente un petit peu surpassé par les événements et qu'on ne prenne pas le temps de regarder vraiment ce qui est disponible. Il y a énormément de contenu sur la plateforme. Moi je vais vous dire, la première chose que j'ai regardée c'est Lizzie McGuire, la série. Ça m'a remis en enfance et aussi quand j'étais petite confession, je n'avais pas beaucoup accès aux programmes télé à la mode, c'est-à-dire que je n'avais pas tous les bouquets Canal, je n'avais pas Disney Channel. Donc moi si je voulais regarder Lizzie McGuire, c'était le samedi matin sur France 2, c'était le seul moment. La même chose pour Hannah Montana, j'ai jamais su regarder Hannah Montana sauf quand j'allais chez une copine. Pour l'instant, en fait c'est vraiment bien parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu une revanche sur mon enfance. Je peux me repasser toutes les séries ou la plupart des séries, ça fait plaisir en fait. Donc je sais que j'ai vu beaucoup de gens semi-paniquer par rapport au fait qu'ils ne voyaient pas une certaine série ou un certain film sur le descriptif que Disney a donné du futur catalogue France, mais j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, je suis sûre que si légalement il y a la possibilité de le faire, soit ils ont un plan B, par exemple Maleficent, je sais qu'il y a eu un nouveau film qui est sorti récemment, je pense qu'ils le mettront en octobre quand le deuxième film Maleficent va sortir en DVD. Disney, si on doit quand même être honnête, ils sont loin d'être débiles. Quand ils font quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Je pense que petit à petit les choses vont arriver sur la plateforme et en même temps ça fait plaisir parce que comme ça on se reprépare à regarder quelque chose que peut-être on a déjà vu, mais ça donne de l'anticipation et ça donne envie aux gens de rester sur la plateforme. S'ils avaient mis toute leur offre et sortir 1 ou 2 films par an, je suis
suis pas sûre que ce serait très intéressant pour les abonnés. Maintenant, j'ai envie de vous parler des forces de Disney+. J'ai l'impression que Disney, un peu comme toutes les plateformes de streaming, pense d'abord aux États-Unis et aux habitudes de consommation des Américains avant de faire une analyse peut-être plus approfondie de comment ça se passe en France ou même dans les autres pays. Et pour vous dire, j'ai un petit peu l'impression qu'ils s'en foutent de la manière des Européens de consommer la télévision. Ils regardent juste l'offre et la demande basique. Pour créer quelque chose, je pense sincèrement qu'ils se basent sur les États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont une demande pour ça? Ils le font si la réponse est positive. Et si les Français et compagnie ont l'air de s'intéresser, ils disent ok, on va vous le proposer, mais c'est pas pour vous qu'on l'a créé à la base. Moi, c'est ma version des choses, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je pourrais avoir tort, avoir raison. Je pense qu'on ne le saura vraiment jamais. Et donc, les forces de Disney, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué par rapport au fait de consommer la télévision aux États-Unis. Ils savent que les fans de Disney, ils vont choisir d'avoir Disney+ plutôt que d'avoir les chaînes de télévision. Ils se font pas de soucis à savoir est-ce que le foyer moyen américain peut se permettre d'avoir Disney+. Ils savent très bien que les gens, s'ils doivent annuler Netflix pour avoir Disney+, ils vont le faire. Alors qu'en France, j'ai pas l'impression que monsieur et madame tout le monde va arrêter d'avoir son bouquet de chaînes traditionnelles pour avoir Disney+. Je pense que la démarche, elle vient de là et c'est un petit peu ça la force de Disney+ aux États-Unis. Alors aussi, la grande force pour moi, à mon avis, de Disney+ aux États-Unis, c'est la manière dont les enfants consomment les appareils électroniques. C'est vrai que ça fait maintenant plus d'un an que je ne suis plus allée en France ni en Belgique, mais je dois vous dire qu'aux États-Unis, les parents, pour faire taire leurs enfants, pour tout et n'importe quoi, si l'enfant a peut-être une petite larme qui lui tombe dessus et qu'il sent qu'il va se mettre à crier, il n'a pas encore sorti 1 décibel, il lui fourre le téléphone en main et l'enfant est complètement absorbé par ce qu'il regarde et il ne fait plus attention au reste du monde. Quand vous allez faire vos courses aux États-Unis, je ne sais pas du tout si ça se passe en France, si ça se trouve vous allez me dire ah ben moi je vois ça tout le temps, mais en tout cas aux États-Unis, quand vous allez faire vos courses, les enfants sont dans le caddie avec le téléphone en main et regardent leur dessin animé hyper fort, tout le monde est au courant et donc bah, c'est comme ça que ça se passe. Et donc je me dis les parents ils vont voir 6,99$ pour un mois, ça va faire taire mon gamin, il aura l'occasion de regarder tout ce qu'il veut quand il veut, moi comme ça je serai tranquille et puis voilà. Et je pense que c'est un peu ça la force de Disney+, c'est d'avoir toute cette offre à portée de main et comme ça va pouvoir endormir les enfants si je puis dire. La troisième force de Disney+, pour moi, c'est tout simplement le catalogue énorme qu'il possède et toutes les choses dont on se rend pas compte. Parce que Disney+, en possédant des plateformes comme ABC, peut proposer une série comme Pretty Little Liars. Parce qu'au fond, Disney possède ABC, ABC possède Pretty Little Liars. Pareil pour Desperate Housewives ou pour Grey's Anatomy. Cela dit, ça représente un gros inconvénient pour la France. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'offre Disney+, elle va essayer quand même de garder son aspect marketing cohérent. Plus National Geographic, on sait très bien que Disney a toujours été un grand défenseur des animaux. Donc, c'est logique qu'ils mettent les choses National Geographic disponibles sur Disney+. Quand je vous parle des séries de la chaîne ABC, il y a aussi une autre chaîne que Disney possède à hauteur de 50%. C'est par exemple les films de l'après-midi sur TF1. Quand je vous parle de films de l'après-midi sur TF1, vous avez 2 catégories de films de l'après-midi sur TF1. Vous avez les films de babysitter qui volent votre enfant ou les films de Noël tout joyeux où elle est tout le temps en train de faire de la pâtisserie. Les films heureux de la femme qui fait des pâtisseries le jour de Noël, ça appartient à la chaîne Hallmark. Hallmark, vous avez certainement vu cette marque quand vous achetez une carte de vœux, il fait écrit Hallmark derrière. Les films avec les babysitters qui tuent tout le monde, ça appartient à la chaîne Lifetime. Et en fait, TF1 reprend juste le meilleur de Lifetime, le meilleur de Hallmark et le diffuse l'après-midi. Donc c'est ça qu'on appelle les films de l'après-midi sur TF1. En fait, c'est les films soit de Lifetime, soit de Hallmark. Et donc, Disney possède 50% de Lifetime. Quand je dis 50%, c'est pas 50% du catalogue, c'est 50% de l'entreprise. Donc, ils ne peuvent donner leur avis qu'à hauteur de 50%. En fait, ce qui est embêtant pour l'offre européenne de Disney+, c'est 2 choses. De 1, c'est la restriction géographique. Par exemple, quand vous habitez en Belgique, si vous voulez regarder TF1, vous êtes restreint par la géographie, donc vous ne pouvez pas regarder les programmes de MyTF1 parce que vous n'êtes pas en France. Et donc ça, c'est un problème parce que en fait, TF1 ne décide pas de ça juste comme ça, juste parce qu'ils n'ont pas envie que les Belges regardent leurs programmes. C'est une question de taxes, c'est une question de frais de diffusion d'un pays à un autre. Et donc, même si les États-Unis, à vrai dire, peut-être ils s'en foutent que les Belges regardent leurs programmes, mais ils n'ont pas envie de payer à l'Union européenne des frais, des taxes de diffusion en Europe. De 1, parce qu'ils pensent qu'on s'en fout. Ils pensent que les programmes ne nous intéressent pas parce qu'on
parle pas la langue ou que la culture est tellement différente que ça nous intéresse pas. Les États-Unis et les Américains, je vais vous dire, ils ne se rendent absolument pas compte à quel point les Européens peuvent être fascinés par les États-Unis, par la culture américaine. Ils pensent que les Européens veulent aller aux États-Unis pour vivre, pour se faire de l'argent, parce que the American Dream et compagnie, mais ils ne pensent pas que les Européens soient intéressés par la culture à proprement dite américaine. Ils pensent qu'en fait, il n'y a que eux qui s'intéressent à la culture française, mais pas le contraire. Et donc, par exemple, Disney+, j'ai l'impression qu'ils vont se dire, ce genre de contenu n'intéresse pas les Européens, ne fait pas partie de leur culture, du coup, on ne va pas payer des frais, des taxes de diffusion et risquer de mettre trop d'argent pour un contenu qui ne les intéresse pas, surtout que par exemple Lifetime, en vrai, c'est diffusé sur TF1 et je pense qu'ils doivent le savoir. Donc pourquoi mettre de l'argent sur la table pour quelque chose qui est déjà diffusé? Donc ça, c'est la première chose, c'est que je pense qu'ils se disent qu'il y a la frontière culturelle et la frontière de la langue qui fait que ça ne les intéresse pas. Et donc ça rejoint une de mes théories qui est pour moi que les Pays-Bas ont directement eu accès à Disney+, ils sont plus forts en anglais que les Français. Je sais qu'aux Pays-Bas, par exemple, quand j'y étais, les quelques fois où j'y étais, la télévision, il y a énormément de chaînes anglaises, américaines, avec juste les sous-titres en néerlandais. Donc je pense franchement et honnêtement que c'est pour ça que les Pays-Bas ont eu Disney+ en même temps que les Américains. Une autre raison pour laquelle je pense que le fait que Disney possède autant de plateformes de streaming ne sera pas intéressant pour la France et pourra même peut-être être un problème pour la France, c'est le fait de la répartition entre le catalogue Hulu et le catalogue Disney+. Parce que Disney+ va vouloir rester cohérent dans son offre. Ce qui n'est pas cohérent à son offre, il le mettra sur Hulu. Parce que c'est ce que je n'ai pas en fait expliqué par rapport à la plateforme Hulu, c'est que la majorité de leur offre sont des séries, très peu de films et aussi beaucoup d'émissions de télévision. Donc en fait, tout ce qui est diffusé sur ABC, il y a une émission du style à 7 à 8 qui est aux États-Unis, elle est diffusée sur Hulu. American Horror Story était diffusée sur Hulu. Parce que ça appartient à la Fox appartient à Disney. Les émissions de télé-réalité ou des choses où, je sais pas moi, N'oubliez pas les paroles par exemple, ce serait rediffusé sur Hulu. Hulu propose énormément d'émissions qui sortent chaque semaine, voire chaque jour, et en fait les rediffuse sur sa plateforme. Et donc je pense que pour les abonnés de Disney+, qui aiment beaucoup la culture américaine ou les séries, là où vous allez être lésé, c'est sur le fait que ce qui appartient à Disney mais qui n'est pas cohérent par rapport à l'offre de Disney, par rapport au marketing de Disney, finira par se retrouver sur Hulu. Et vous, en France, vous n'aurez pas accès à l'offre à 12,99 ou similaire qui rejoint Hulu et Disney+. Parce qu'en fait, ce que Disney+ a voulu faire, c'est en arrivant sur le marché de se dire oui, c'est bien beau que nous voulons arriver, mais nous voulons aussi imposer Hulu comme plateforme de streaming un peu plus classique, parce que Hulu, c'est le concurrent parfait de Netflix, si vous voulez. Netflix qui, à mon opinion, est toujours plus puissant que Hulu, a quand même du souci à se faire quand on regarde que Hulu et Disney+ sont en fait en train de faire la team parfaite pour s'opposer à Netflix, parce que le prix au final revient un petit peu à la même chose. Et donc je pense que vraiment là où les Français vont être lésés. J'ai vu sur un des groupes quelqu'un demander si la série Ma famille d'abord allait être disponible sur Disney+. Ça, c'est typiquement le genre de contenu qui va se retrouver sur Hulu et pas Disney+. Et donc c'est très embêtant pour les Français qui aiment la culture américaine et qui aiment ce genre de série qui techniquement appartient à Disney mais qui va se retrouver sur Hulu et dont nous n'aurons pas accès en France. Et donc moi, mon opinion par rapport à Disney+, en final, à la base, j'étais très sceptique. Je pensais pas du tout m'y abonner. Plus le temps a passé et plus je me suis rendu compte de l'offre Disney et de son catalogue étendu, et plus je me suis dit, en fait, ça peut être vraiment très bien. Pourquoi ? Parce que ça met toute la famille d'accord. Comme vous voyez maintenant les parcs d'attractions Disney World et Disneyland qui ont Star Wars, qui ont Marvel, qui ont les classiques Disney, en fait, vous pouvez autant amener le père, la mère, le tonton, les petits-enfants à Disney. Tout le monde est content d'y aller parce qu'on y retrouve tous quelque chose. Un grand fan de Star Wars, on n'aurait jamais pu imaginer pouvoir l'emmener à Disney World pour aller voir Mickey et Minnie, parce qu'on s'est dit c'est complètement deux univers qui ne se ressemblent pas du tout. Mais maintenant, en 2020, c'est le genre de choses que l'on peut faire parce que ça réunit toute la famille. La plateforme Disney+, c'est un petit peu ça. Ça met toute la famille d'accord. Je sais que mon mari n'est pas du tout un grand fan des classiques Disney. Ça n'intéresse pas du tout les histoires de princesses et compagnie. Alors que moi, je suis fan de Winnie et de La Belle au Bois dormant. Lui, son univers
univers, c'est pas du tout ça. Mais par contre, c'est un très très grand fan de Pirates des Caraïbes. C'est comme ça que j'arrive à le convaincre qu'on aille à Disney, parce que je lui dis on peut faire l'attraction Pirates des Caraïbes ci, Pirates des Caraïbes ça. Et donc voilà, c'est comme ça que je l'ai un petit peu attiré dans mes filets Disney. Et c'est pas plus mal au final, parce que ça c'est vraiment triste quand je pense à la mère de famille qui a vraiment envie de faire plaisir à ses enfants et que son mari se dit oh j'ai vraiment pas du tout envie d'aller à Disney voir Mickey et Minnie. Ben maintenant elle peut lui dire oh mais il y a les coins Marvel, on peut faire ça et on peut aller voir les trucs Star Wars. Bah du coup c'est quand même plus intéressant pour toute la famille de trouver quelque chose à faire, surtout pour le prix des entrées. Bah c'est la même chose pour la plateforme. Moi je trouve que c'est une très bonne chose. En tant que fan de marketing, je suis très fan de leur catalogue. Je trouve qu'il est super élaboré et qu'il continuera de s'élaborer. Et moi personnellement, je suis très fan de toute l'offre Disney en général, mais je trouve aussi que je suis un petit peu biaisée parce que je suis fan de Disney à la base. Donc à vrai dire, il faudrait peut-être que je demande à mon mari ce qu'il en pense vraiment, mais vu à la fréquence à laquelle on regarde les séries, au final je pense que même lui il est convaincu. Maintenant que je vous donne mon avis, il y a absolument deux choses que vous ne pouvez pas rater quand vous allez recevoir votre abonnement Disney+. Première chose, c'est la série Star Wars The Mandalorian. Alors je suis pas du tout fan de Star Wars, mais j'apprécie l'univers. Je comprends pourquoi les fans sont fans. Moi en fait, la raison pour laquelle je n'aime pas Star Wars, c'est pas parce que je n'aime pas la chose en tant que telle, c'est parce que je ne comprends rien. J'ai déjà essayé de regarder et je ne comprends rien. Alors peut-être qu'un jour je réessayerai. J'adore l'univers, j'adore comment tout est fait. Quand j'étais à Disney World, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, j'ai vu tout le coin Hollywood Studios Star Wars et franchement je suis fan des fans et je suis ravie pour eux qu'il y ait tout ce coin Star Wars à Hollywood Studios. Mais moi en tant que personne, je ne regarde pas Star Wars parce que je ne comprends rien à Star Wars. Mais donc cela dit, j'ai quand même regardé The Mandalorian. Alors je vais pas vous mentir, je l'ai regardé pour Baby Yoda. Baby Yoda, c'est la base, il est trop cute. Enfin, je vais pas en parler pendant 10 ans sinon on n'aura jamais fini. Mais je suis fan de ce petit personnage et je trouve que la série, franchement, si encore une fois vous n'êtes pas fan de Star Wars ou que vous ne comprenez rien à Star Wars, vous pouvez quand même regarder. La série est très bonne, il y a un énorme budget, les acteurs sont bons, tout est bon dans cette série. Franchement, je la recommande énormément. Donc c'est une des premières choses que vous devez regarder quand vous avez Disney+. La seconde chose que vous devez regarder quand vous aurez Disney+, et même c'est même pas la seconde en fait, c'est la première, c'est la meilleure chose que j'ai vue depuis très très longtemps, c'est la série documentaire The Imagineering Story. Alors si vous êtes fan de Disney, cette série documentaire, vous allez la bouffer en 5 minutes. C'est l'une des meilleures idées que Disney ait eu depuis l'invention de Mickey Mouse. Et je suis intransigeante sur cet avis. Je me battrai avec n'importe quelle personne qui me dira que c'est de la merde parce que c'est vraiment la meilleure série documentaire. J'ai pas envie de vous faire des spoilers, donc je vais juste laisser ça comme ça et je vous laisse regarder et franchement, vous allez tous adorer. Déjà, on voit tous les parcs, on voit le parc français, on voit le parc de Shanghai, on voit tout le behind the scenes, tout ce qui se passe derrière et franchement, c'est la meilleure série. Je suis tellement heureuse que Disney ait décidé de faire ça et je ne demande qu'une chose, c'est soit de voir des autres documentaires dans ce style-là ou de voir la suite, en fait, une saison 2. Parce que franchement, j'ai tellement adoré. Je pourrais le regarder en fait. Et surtout, si vous préparez un voyage à Disney World, je vous recommande de regarder ce reportage. Donc je suis vraiment impatiente pour vous de découvrir Disney+, juste pour que vous puissiez regarder ça. Ce dont j'ai envie de parler maintenant, c'est des choses qui peuvent potentiellement arriver sur la plateforme, qui ne sont pas en fait des thématiques qui peuvent arriver sur la plateforme, qui ne sont pas maintenant sur la plateforme ou qui commencent petit à petit à arriver. Je sais pas si c'était sur la plateforme en elle-même ou si c'était juste quelque chose qui allait arriver dans les prochains mois, mais j'ai vu qu'il y allait avoir une compétition pour enfants, toujours évidemment sur le thème de Disney, je pense qu'on peut s'en douter, et ça je pense que c'est une très bonne idée, mais je pense aussi que ça va ouvrir la porte à d'autres styles de compétition. Et moi je suspecte que Disney+ va lancer beaucoup de genres de compétitions. Alors évidemment, ils pourraient faire des compétitions sur tout, autant des compétitions de cuisine, mais des compétitions de dessin. Ils vont peut-être chercher leur prochain dessinateur, ils vont peut-être chercher le prochain sculpteur Disney, la prochaine personne qui fera en fait partie de l'équipe Disney ou la prochaine princesse Disney. Et donc je pense qu'on va voir beaucoup d'émissions de compétitions de ce genre qui sont très populaires aux États-Unis. Je pense qu'on va pouvoir le voir dans plein de milieux artistiques et que le Grand Prix, ce sera faire partie de l'équipe Disney. Et donc ça, je pense que ça pourrait être vraiment très très intéressant pour la plateforme parce que c'est unique. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se disent mon job de rêve, c'est de travailler pour Disney. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que l'on voit ce genre de compétition arriver sur la plateforme. Alors comme je vous ai parlé du documentaire Imagineering, je pense aussi qu'il y aura énormément de documentaires sur les coulisses de Disney qui vont arriver sur la plateforme et je me demande aussi si les documentaires que l'on a vus
à la télévision française ne vont pas faire leur arrivée sur la plateforme Disney. Après, il y a une question de droit d'auteur, donc je ne sais pas si ça sera possible, mais je pense que vous allez voir beaucoup d'émissions de coulisses, peut-être plus précisément sur Disney France, ou peut-être des documentaires sur un film qui sera réalisé à l'avenir. Mais je pense que les documentaires typiquement Disney, donc pas National Geographic et compagnie, vont faire leur arrivée. Mais je pense aussi que les documentaires National Geographic vont augmenter. Je pense aussi qu'on peut s'attendre à avoir beaucoup d'anciens dessins animés ou des films Disney qu'on n'avait pas l'habitude. J'en ai déjà vu beaucoup et je pense qu'on va en voir davantage sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment très bien pour le public de découvrir des nouvelles choses que l'on ne connaissait pas. D'ailleurs, si j'ai un film à vous recommander, si elle est disponible sur la plateforme française, c'est The Reluctant Dragon. J'avais vu ce film il y a quelques années, donc je ne l'ai pas découvert sur la plateforme. C'est un très vieux film Disney et ça montre les coulisses des films Disney. En fait, c'est un homme qui doit rencontrer Walt Disney et en fait, il essaie toujours d'échapper au guide et il se balade dans les coulisses et il rencontre énormément de personnes qui font les voix de Donald Duck, Daisy et compagnie. Il rencontre des sculpteurs et le film est très intéressant. Je trouve que ça montre le Disney de la grande époque. Je pense que ce qui va beaucoup arriver aussi sur la plateforme et qui est une très grande force de Disney, ce sera des séries ou des films spin-off. Donc je pense qu'on va voir, comme on a vu The Mandalorian, je pense qu'on va voir énormément de séries qui seront tirées de films ou des films qui seront tirés de séries. Par exemple, il y aura le film Lizzie McGuire qui va sortir, je pense, au printemps de cette année. J'ai entendu aussi parler d'une série inspirée de Monsters Inc. Je pense qu'ils vont prendre leur catalogue qui existe et puis s'amuser à dériver en série, en film ou même prendre juste un petit personnage et en faire un plus grand film ou plus grande série, sachant que j'ai entendu parler de 2 à 3 milliards de dollars d'investissement. Donc je pense que franchement sur ce coup-là, Disney ne se moque pas de nous et je pense qu'ils vont utiliser leur argent à bon escient. Je pense que d'ici quelques années, on va pouvoir voir arriver sur la plateforme des remakes de certains anciens films ou des films qui datent peut-être des années 90, refaits au goût du jour avec des nouveaux acteurs. J'ai entendu parler du film Home Alone qui allait être refait. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Franchement, je pense que j'aurais attendu encore 10-20 ans pour considérer cette idée et même à ce moment-là, je ne pense pas que je l'aurais fait parce que je pense que ce film-là, il est classique et ça ne sert à rien de le changer. Je pense aussi que Disney Plus va faire de plus en plus de téléfilms, de films-téléfilms. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont s'inspirer de ce que fait Hallmark et Lifetime, donc les films de l'après-midi de TF1. Je pense qu'ils vont en amener énormément sur Disney+. Je pense notamment au film Noël avec Anna Kendrick et je pense que ça c'est un petit peu la première pierre à l'édifice et je pense que Disney+ va se lancer sur cette approche. Et je pense que Disney+ va franchement se lancer sur ce territoire et je pense que ça peut être une très bonne idée. Moi je suis impatiente de voir des nouveaux films avec de vrais acteurs Disney, donc pas forcément un remake des anciens ou des live action. Je suis impatiente que Disney sorte de nouveaux films où on ne voit pas directement que c'est estampillé Disney mais qui a un petit peu la Disney touch dedans. Et aussi je voudrais bien préciser que ne paniquez pas si vous ne voyez pas votre série ou votre film préféré, il y a de grandes chances qu'il arrive en France. Après s'il y a quelque chose qui n'arrive pas du tout, disons que Disney n'arrive pas du tout à mettre ça sur la plateforme, ce n'est pas forcément de la faute de Disney France ou de Disney États-Unis, ça peut aussi être la faute des lois. Je sais que par exemple la Russie a banni le nouveau film Onward pour une raison quelconque, je n'ai pas ouvert l'article donc je ne sais pas pourquoi, mais quand on dit c'est la faute des Américains ou c'est la faute de Disney France, c'est pas forcément ça. Parfois eux ils ont envie de nous donner tout le catalogue, ils ont envie de mettre tout le monde d'accord, mais ça peut être une question de droit d'auteur et une compagnie qui a les droits de quelque chose dans un pays n'a pas forcément les droits sur un autre pays. Donc parfois ils peuvent racheter quelque chose dans un pays et pas forcément le racheter pour un autre pays. Donc tout ça c'est des guéguerres d'avocats. Malheureusement c'est pas toujours la faute de ceux qu'on croit. Alors j'ai vu certaines questions aussi, beaucoup de gens demandaient s'il y avait des chances que les films Harry Potter se retrouvent sur la plateforme Disney+. J'ai très envie de parler de ce sujet parce que j'avais envie de parler, on parle tellement de tout ce que possède Disney et on parle très peu de ce que Disney ne possède pas. Pour la petite info, Disney ne possède pas Universal Studios et DreamWorks qui appartiennent à NBC Universal, qui possède aussi Telemundo et la chaîne Sci-Fi. Disney ne possède pas non plus Time Warner Inc. Time Warner Inc. possède HBO, Warner Bros, The CW, DC Comics et AOL. Et donc ça veut dire que les films Harry Potter qui appartiennent à la Warner Bros ont très peu de chances de retrouver sur Disney+. Pourquoi je dis très peu de chances? Parce que tout ça c'est une guéguerre d'entreprise, mais au-delà de ça, l'entreprise c'est des êtres humains. Et quand vous voyez que deux personnes se serrent la main, peut-être qu'elles se détestent. Et quand vous voyez deux personnes qui se détestent publiquement, peut-être qu'elles se serrent la main. Donc qui sait si peut-être un jour quelqu'un de chez Disney connaîtra quelqu'un de chez Warner Bros, essayera je ne sais pas quoi pour créer un deal et qu'au final tous ces petits studios
peuvent se retrouver de passer de main en main et peut-être qu'un jour, même s'ils se détestent, peut-être qu'un jour Disney finira par acheter la Warner Bros. On ne sait pas comment ça peut se passer, on peut jamais dire jamais, mais à l'heure d'aujourd'hui, sachant que Disney ne possède pas la Warner Bros et ne possède pas HBO, on a zéro chance demain de se retrouver avec Game of Thrones sur Disney+, ou de se retrouver avec les films Harry Potter sur Disney+. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, je sais que sur Hulu, vous pouvez regarder les chaînes de la HBO et je pense que vous pouvez payer un petit peu plus pour regarder Game of Thrones. Donc si ça se trouve, d'une manière ou d'une autre, vous allez peut-être avoir accès aux films Harry Potter, mais je pense que ça ne sera pas dans l'immédiat et il faudrait que la Warner décide de faire elle-même sa propre plateforme de streaming, qui n'est pas impossible. Mais donc ça veut aussi dire que ne possédant pas DC Comics, vous allez avoir accès aux films Marvel, mais pas aux films Superman ou autres super-héros qui ne font pas partie de Marvel. Je voulais aussi préciser que Disney ne possède pas les studios Ghibli. Alors je sais que les studios Ghibli et leurs programmes arrivent, je pense que sur la plateforme Disney+, et aussi dans les parcs, mais en fait ils ne possèdent pas, ils ont juste les droits de diffusion. Donc ça, je ne sais pas si ça peut être intéressant pour vous ou pas, je ne sais pas si ça va avoir vraiment un impact, mais je voulais juste le préciser. Et aussi je voulais préciser que parfois avoir un droit de diffusion dans un pays ne veut pas dire que vous avez le droit de diffusion en Europe ou dans un autre pays. C'est-à-dire que les droits des studios Ghibli, ils les ont pour la diffusion aux États-Unis, mais si une autre compagnie en Europe possédait déjà les droits de diffusion et ne souhaite pas les vendre à Disney, ce que vous allez retrouver sur Disney+ aux États-Unis en termes de studios Ghibli ne sera pas forcément sur la plateforme Disney+ en Europe. Maintenant que nous avons couvert toutes ces informations, je vais vous parler de la manière dans laquelle vous allez pouvoir vous procurer Disney+ en France et en Belgique. Donc l'arrivée de Disney+ en France se fera normalement le 24 mars. Je dis normalement parce que ce qui serait logique de faire pour Disney+, si vous me regardez, ce serait d'avancer la sortie de Disney+. Avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, avec les gens qui ont besoin de rester chez eux, qui sont cloîtrés chez eux, la meilleure technique marketing, ce serait de faire son arrivée et de se mettre disponible dès maintenant pour la France et de ne pas faire payer les gens qui promettent de s'abonner peut-être pour 3 mois ou quelque chose dans ce genre. Mais donc ça, c'est mon idée personnelle. Je sais que beaucoup de personnes vont me soutenir dans cette idée, mais encore une fois, tout ça, c'est des histoires de contrats, c'est des histoires de papier. Et si ça se trouve, même si Disney+ avait envie de le faire, peut-être qu'ils sont totalement dans l'incapacité de le faire pour une question de droit d'auteur, pour une question de contrat. Alors pour la Belgique, j'ai entendu parler de cet été. Je pense que ça sera peut-être plus, il me semblait que j'avais vu vers le mois d'août, mais pour vous dire la vérité, j'ai aucune idée de la date de sortie et je n'ai pu trouver aucune information. Si vous avez une information sur le sujet, laissez-le dans les commentaires et je pense que ça intéressera énormément de gens de le savoir. Alors en même temps que la sortie de la France, il y a aussi l'Allemagne et d'autres pays européens. Alors beaucoup de gens aussi se demandaient de la manière dans laquelle ils allaient pouvoir regarder Disney+. Donc je pense qu'elle se fera en France de 3 manières. Sous forme d'application que vous allez pouvoir télécharger sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre smart télé ou même sur certaines consoles de jeux. Je ne sais pas exactement quelle console malheureusement. Je pense que l'offre sera plutôt générale. Si vous savez exactement sur quelle console de jeu l'offre sera disponible, s'il vous plaît laissez dans les commentaires, ça pourra être utile pour tout le monde. Si vous allez sur disneyplus.com ou .fr, je ne sais pas exactement quel sera le lien à ce moment-là, vous pourrez regarder sur votre ordinateur. De là, je voudrais vous parler d'un petit appareil, ce n'est absolument pas sponsorisé, mais si vous n'avez pas de smart télé, si vous n'avez pas d'application sur votre télé et que vous voulez quand même regarder Disney+, je vous recommande grandement l'achat d'un Chromecast. Chromecast, c'est un petit appareil avec 2 embouts. Un des embouts est une prise USB et l'autre embout est une prise HDMI. Ça se branche à la télé, ça se connecte au Wi-Fi et ça vous permet de votre ordinateur, quand vous êtes sur Google Chrome, d'envoyer l'image de votre ordinateur à la télévision, dont le son. Franchement, c'est exactement la même chose, on ne voit pas la différence et ça peut être très pratique. Aussi, je vais vous parler des offres Canal. Alors, je m'y connais pas beaucoup en Canal+, mais j'ai fait un petit peu de recherche et sur ce que j'ai trouvé, je vais vous dire sur quelle offre vous aurez quoi. Si vous possédez Canal+, vous allez pouvoir avoir accès à l'offre Disney+, parfois gratuite ou parfois pour une durée déterminée. Si vous avez l'offre intégrale ou Intégral Plus ou les packs cinéma série de Canal+, vous aurez Disney+ inclus gratuitement sans durée déterminée. Si vous avez le pack famille ou le pack Canal+, vous aurez l'offre pour 12 mois seulement. C'est pas du tout en Belgique quelle sera l'offre et si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires bien évidemment, mais je pense que pour l'instant rien n'a encore été révélé pour la Belgique et je pense que Canal+ a évidemment l'exclusivité par rapport à Disney+. Donc voilà, je pense que tout le sujet Disney+ a été couvert dans cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, je vous recommande vraiment d'aller voir les articles dans la barre de description ou d'aller voir les groupes que j'ai partagés aussi dans la barre de description qui sont vraiment une mine
d'or. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur Disney+, ce que vous en pensez. Je me ferai une joie de vous répondre et on pourra avoir une petite conversation en rapport avec Disney+. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle était très longue, mais j'avais énormément de choses à vous partager. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être passé et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!